j'appelle à me rejoindre Yann Daudet. Oui, on va baisser, oui. On va baisser le masque. Partage un micro parce qu'on a un petit contretemps technique. Merci encore infiniment Yann d'être parmi nous ce soir. Donc comme vous l'aviez, on l'avait rappelé en introduction, vous avez monté Sweet Movie, le quatrième long métrage, je crois, de Dušan Makavejev. Cinquième long métrage de Dušan Makavejev qui était sorti en 1974. Et en fait, moi, ce qui m'intéresserait dans un premier temps, alors, je précise que l'idée, c'est comme l'a précisé Yann Daudet en ouverture, c'est que vous aussi, vous interveniez quand on vous semble, soit sur des questions, soit sur des ressentis, parce que je crois que c'est vraiment un petit peu l'idée de la vision de ce film et de la découverte de ce cinéaste, de nous expliquer ce que vous y avez vu, compris, etc. Donc je vais poser la première question, mais n'hésitez pas à intervenir quand on vous sent. Vous aviez parlé en introduction du cinéma de François Truffaut, donc vous avez monté plusieurs films de François Truffaut avant de rencontrer Dušan Makavejev, et que cette rencontre avait donné lieu à peut-être des conversations sur l'opposition entre ces deux cinémas, aussi sûrement ces deux types de montage. Et j'aimerais bien que vous développiez un petit peu ce point-là, quels ont été le point de départ de vos discussions avec Dušan Makavejev à propos de la différence que lui voulait imprimer à ses films, etc., par rapport peut-être au cinéma de Truffaut ou à un cinéma peut-être plus classique. Oui, par rapport, disons, au cinéma bourgeois ou au cinéma de l'Ouest. En fait, moi, je jouais un petit peu l'idiot utile, je montais des séquences, pour être schématique un petit peu, mais quand même, disons, normalement, avec les raccords qu'il fallait faire. Et lui, à l'intérieur de ça, il inventait une façon elliptique de raconter les choses qui, comme on le voit dans un film comme ça et dans tous ses films d'ailleurs, enjolive la prétendue vérité à un point de vue, disons, analytique ou contrapunctique sur ce qui est en train de se passer. Hein, ce que je disais tout à l'heure dans le texte qu'il écrivait en disant, en exagérant légèrement, mais même que l'histoire n'a aucune importance. Tout ce qui est important, c'est ce qu'il y a derrière et les pistes que le cinéaste laisse pour comprendre, pour que le spectateur participe à sa traduction de l'histoire. Voilà. Ça, donc moi, en gros, je montais les séquences normalement, il foutait des coups de pied dans toute cette pyramide, en donnant un sens différent aux choses, un point de vue différent, un regard distancié, et comme on le sent là, enfin, j'espère que vous l'avez senti, particulièrement humoristique, hein, ce qui est quand même une des qualités extraordinaires de ce cinéaste, parce que si je me souviens bien, les films qui venaient de l'Est à ce moment-là étaient plutôt sinistres, que ce soit Ivan Passer, Vera Chilitova, etc. C'était quand même tout ça. Non, Vera Chilitova, c'était assez ludique. Enfin, je dirais que Makavejev, il est au sommet de la pyramide ludique de l'Est à ce moment-là. Je viens d'ailleurs de voir, c'est formidable, parce qu'à chaque fois qu'on revoit les films, on voit des choses différentes. Le dernier plan, là où il y a le magnifique chant de Bertolt Brecht et Kurzweil, qui dit, d'ailleurs dans les paroles, c'est « en avant autant ». On a l'impression que ce dernier plan qu'on voit, c'est le moment où ils auraient été se marier en revenant de leur nouvel appartement. C'est quand même assez extraordinaire à quel point la déconstruction temporelle de Makavejev enrichit l'histoire, et sur un film qui n'est pas long, qui fait 1h08, on se dit, là, il y aura peut-être de quoi faire 4 heures de film. Et est-ce qu'avant de monter ce movie, vous aviez vu les précédents films de Makavejev? Vous aviez connaissance? Non, ça c'est le premier que j'ai vu, ce qui était formidable, puisque 7 ans après, il m'appelle en me demandant de monter son film, donc c'est quand même assez extraordinaire, puisque ce film m'avait complètement bouleversé. J'étais revenu le voir le lendemain, j'avais volé l'affiche que j'avais gardée dans ma chambre, avec les Barras et son chat sur les fesses. Donc c'était vraiment un coup de foudre, non seulement pour l'actrice, mais pour le cinéma de Makavejev. Et puis j'avais vu Innocence sans protection. Celui que je n'avais jamais vu à l'époque, c'est L'homme n'est pas un oiseau, qui est ressorti aussi là. Voilà, mais donc c'était quand même un renouveau assez extraordinaire par rapport puisque quand même la France a toujours d'ailleurs la chance d'être un des pays qui a le plus de cinéma et qui passe des films de tous les horizons. Ça, on avait déjà ça à l'époque. Mais puisque en fait, Affaire de cœur, il est sorti l'année même où il est sorti en Yougoslavie. Donc en plus ça ne tardait pas, quoi. Ça ne mettait pas de temps
Alors, malheureusement, mais justement, puisque l'histoire de temps, ça gâche un peu les choses, il est tombé dans l'oubli. C'est pour ça qu'on est assez heureux qu'aujourd'hui, enfin, ces films soient revus. Et je serais assez curieux de savoir un peu, oui, je sais pas comment vous les voyez, parce que déjà, j'ai l'impression d'avoir trop parlé. En fait, ça serait bien que ce soit vous qui disiez comment vous voyez ça, qu'est-ce qui vous frappe dans tout ça. Donc, je lance le micro. On n'en a qu'un. On va faire ça. Bon, moi, je vais me lancer alors. Ah ouais. Mais... Non, allez-y, allez-y. Non, mais je me lance, mais c'est la présence de la musique, et puis tout ce qui est en arrière aussi, enfin en arrière, c'est pas en arrière, c'est ces petits cours du sexologue, là, enfin, et puis du criminologue. Alors, moi, je trouve ça plus cynique que critique. Enfin, cynique, non, c'est pas vraiment que ludique. C'est grinçant quand même. Enfin. Et alors, ces musiques et ces scènes de foule, enfin, je veux dire, en érection, c'est un peu ça. Enfin, qui défile comme un seul homme. Tout ça, j'arrive pas trop à le mettre ensemble, mais c'est sûr que ça parle un langage un peu différent. Mais la musique, moi, c'est ça qui m'a... Et comme on ne comprend pas les paroles... Oui, de toute façon, la musique est très importante dans les films Cavalier. Alors, dans celui-là, ça n'existe pas encore, mais dans le suivant, enfin, dans William Reich, Les mystères de l'organisme, par exemple, il a élaboré effectivement la fonction de la musique en changeant de musique au milieu d'une même scène. Il y a par exemple un chant militaire et tout d'un coup, on a un truc de jazz, saxo, etc. C'est-à-dire que l'image prend deux significations. On voit bien que ça fonctionne par la multiplication, mais pas la multiplication quantitative idiote qu'il y a aujourd'hui, par exemple. La multiplication de sens dans les mêmes moments et non pas du rajout de couches ridicules et tout ça. Voilà. Oui, ce que vous avez dit au début, Et puis c'était bien. Les petits cours. Oui, non, alors, Comme une fable qui racontait. Oui, c'est très cassé. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, elle dit qu'il y a une bonne émission à la télévision et qu'est-ce qu'on voit? On voit la destruction des églises filmée par Dziga Vertov, destruction des églises qui va amener la construction d'un communisme malheureusement entièrement fautif et raté, puisqu'il a totalement échoué, en fait, qu'il est devenu une bureaucratie. Donc on voit bien un système de remplacement de l'un par l'autre. Ce qui est incroyable, c'est que ça se situe au moment où le couple fait l'amour. Donc on est dans une... C'est beaucoup plus qu'une contradiction. Hein. C'est non seulement un saut dans le temps, mais un saut dans la qualité d'analyse, un saut... voilà, c'est ce qui est... Enfin, je sais pas, encore une fois, j'aimerais bien pas trop parler et que ce soit d'autres gens qui disent des choses. Je vais aller Oui, comme tout cinéma assez politique, je veux dire, il faut le resituer dans son contexte de l'époque. Surtout ce type de film, les années 67 en Yougoslavie, je ne sais pas pourquoi c'était fait, Yougoslavie de 67. Est-ce qu'il y avait un libéralisme économique ou un libéralisme politique? Est-ce que les taux s'étaient un peu desserrés, je veux dire, sur le communisme? Déjà, Tito avait pris de ses distances par rapport au stalinisme. Donc, il pouvait déjà produire ces films-là, ce n'est pas de rien, parce que c'est un film quand même, pour son époque, je trouve, très avancé. Absolument. On était bien avant 68, 67, et je veux dire, on ne voyait pas toujours des films comme ça, de ce niveau-là, par chez nous, aussi provocateurs finalement, mettant en avant l'émancipation féminine, la liberté sexuelle, la prééminence du désir, etc., qui finalement tout en rapport avec l'ordre, la loi, les idéologies de l'époque. Il y a de lutte interne qu'on voit un peu dans ce film-là, entre l'idéologie finalement et le désir entre un homme et une femme, le désir personnel, et puis les femmes n'étaient pas émancipées comme elles l'étaient à l'époque, et il avait une espérance qu'il nous proposait en tout cas, et il envoyait un bon coup de pied à la fourmilière. Bon, c'est ça que ce film est quand même, pour l'époque, il faut le resituer, un film extrêmement novateur, extrêmement provocateur, extrêmement émancipateur. Tout le monde, je trouve remarquable. Oui, absolument, oui. Bonsoir. Bonsoir. Pour vous dire, moi, mon ressenti un peu général sur le film, je trouve qu'il y a un charme et une vitalité
qui est très rare, et que je trouve qu'on ne retrouve plus dans les films d'aujourd'hui. C'est quelque chose de très frais, très lumineux, je ne sais pas comment expliquer. Après, ce que j'ai ressenti aussi, c'est une sorte d'érotisme joyeux, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas du tout triste autour de la sexualité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on pense qu'on est dans des époques un peu avancées, très libérées, mais en fin de compte, aujourd'hui, on sent bien qu'on est aussi dans des époques où tout est devenu très technique, très performatif, même, je dirais, pornographique aujourd'hui, alors que là, on est très proche de quelque chose de très érotique et ça reste très joyeux. Voilà, donc ça, je trouve ça très beau. Oui. Et même ces moments où la mort surgit au plein milieu de la vie, c'est assez brutal. Mais moi, ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est cette idée que finalement, c'est la mort et la vie, c'est les deux faces d'une même pièce. Oui, oui. Et que la sexualité, ça a aussi à voir avec cette idée que nous sommes des êtres qui allons vers la finitude, quoi, et que ça participe à cette énergie-là aussi, quoi. Voilà. Oui, d'ailleurs, vous disiez, ça me fait penser à quelque chose, vous disiez cynique tout à l'heure, moi je dirais plutôt cru. Je ne pense pas qu'il y ait de cynisme chez Machiavelli. Mais par exemple, c'est très important de donner effectivement ce que vient de dire cette jeune femme, que la mort, c'est l'autre face de la vie, et que donc on les pose l'une contre l'autre. Ça n'a rien de cynique, c'est juste totalement réaliste, on pourrait dire. Voilà, c'est ça, d'une certaine façon. Hein. Et puis c'est vrai que Tito avait quand même pendant longtemps, un bon moment, refusé le stalinisme. Donc pendant un moment, la Yougoslavie est quand même resté le plus libre, je dis pas libéral, le plus libre des pays du bloc de l'Est. Puis ça s'est gâché peu à peu. Et même Machiavelli, qui je pense, quand il était jeune, avait pas mal d'espoir dans le socialisme, a commencé à déchanter, à se rendre compte, il le dit quelque part d'ailleurs, que la société socialiste commence à ressembler à un enfermement. C'est d'ailleurs pour ça qu'il en est parti, puisqu'il a eu le prix de l'âge d'or avec William Reich et les mystères de l'organisme, qui était un prix décerné par la Belgique, ce qui lui a permis de venir à l'Est, et qui trouve des producteurs français après, et canadiens d'ailleurs, pour faire William Reich. Donc pendant un moment quand même, c'est vrai que la Yougoslavie a bénéficié d'une aura assez différente du bloc de l'Est, mais malheureusement ça s'est mal terminé, et encore pire après, puisque on sait ce qu'il est advenu dans les années 90, qui a fortement abîmé absolument tout. Voilà. Il y avait une question là-bas. Ouais. Monsieur. Monsieur aussi voulait dire, monsieur, il est tout près. Il l'a dit avant, j'ai vu lever le doigt avant. Pas de problème. C'est vous. Oui, je voulais dire par rapport à ces critiques ironiques et un petit peu cette provocation qu'il y a et ces critiques vis-à-vis du socialisme, on peut penser un peu au premier film de Miloš Forman, je trouve, moi, Les Amours d'une blonde, etc. Et l'As de pique. C'est un petit, oui, voilà, oui. c'est un petit peu dans la même lignée, comme ça, un petit peu vraiment. C'est vrai. Oui. C'est vrai d'ailleurs, vous citez Les Amours d'une blonde, et je crois que la blonde de Miloš Forman est filmée comme Eva Ras dans ce film-là. C'est-à-dire que vous parliez de la sotte, enfin je sais pas quels étaient vos mots, mais la sotte libération prétendument sexuelle d'aujourd'hui, prétendument libération plutôt sexuelle d'aujourd'hui. Là, au contraire, on les voit. Il n'y a aucune scène d'amour, mais par contre, elle se balade tout le temps à poil, quelquefois avec des berlingots de lait devant ses seins, etc. Effectivement, c'est ludique et absolument sensuelle, sans que la sexualité soit montrée à proprement parler, mais elle est en fait dans tous les plans. C'est ça qui est vraiment très beau. Et c'est vrai que dans Les Amours d'une blonde aussi, c'est également cette même très, très beau regard sur les femmes, très attentive. À la projection qu'on a fait l'autre jour, il y a une jeune fille qui a dit des trucs vraiment très beaux, et que je n'avais pas formulé de la même façon, et que je vous livre comme elle l'a brillamment dit. Elle a dit une chose très belle, elle a dit que la femme était toujours en mouvement, et que l'homme était pratiquement toujours statique. Je trouve vraiment que c'est une preuve de l'attention extraordinaire que Dusan avait envers le fait de filmer les femmes, ce qui à l'époque, répétons-le encore une fois, à part Miloš Forman dans Les Amours d'une blonde, et peut-être quelques autres cinéastes, était absolument rarissime. Voilà. Alors, avant de savoir, juste pour une petite précision sur ce que vous disiez, le contexte, je crois que le film, quand il est sorti en France, il est interdit aux moins de 16 ans. Juste pour se Ah oui, je sais, peut-être. Non, mais dans ce que, voilà, le 1967. Ah oui. Ce ne serait pas le cas aujourd'hui, je C'est possible. Enfin, ça n'est pas le cas. C'est possible que la France était déjà bête. Oui, j'ai trouvé que le film était vraiment étonnante modernité pour l'époque, 1967. J'invente des formules que je partage totalement, érotisme joyeux notamment, c'est ce que j'ai ressenti. Et justement, j'aurais voulu savoir,
comment ça a été reçu par le public yougoslave en 67. Parce que ça me paraît tellement moderne, mais aussi une critique assez grinçante des institutions du socialisme yougoslave. Je voulais savoir comment ça avait été reçu, si ça avait eu du succès ou pas, en Yougoslavie à cette époque. À vrai dire, évidemment, je ne peux pas le savoir. Ce que je sais, c'est que celui-là a été probablement bien accueilli, puisqu'ils l'ont même très rapidement laissé partir à l'étranger. Hein. C'est donc très probable, je n'ai pas de preuves et tout ça, mais ça sent quand même un film qui, malgré ses audaces, ont été un peu libérés. En revanche, c'est Innocence sans protection, le film d'après, qui a été complètement détruit par la presse, je crois, et surtout par le gouvernement, qui a été complètement banni comme film tout à fait anti-yougoslave, etc. C'est un film, j'espère que vous le verrez, qui est un film qui est Makaviev a refait un film d'un film existant, un film fait par un gars qui a une espèce d'athlète là, qui fait des tours de force, qui marche sur des cordes dans le vide, etc. Et qui avait fait un film où il joue une espèce de Zorro qui sauve sa fiancée qui est promise à un horrible bourgeois, et donc il arrive par la fenêtre sur une fille. Bref, ce film était un peu comme les films noir et blanc, assez naïfs, comme certains films noir et blanc assez naïfs. Makaviev l'a pris et l'a enjolivé en quelque sorte en interviewant les gens qui avaient participé, les gens encore vivants qui avaient participé à ce film, et le costaud lui-même qui continue à l'âge de je sais pas quoi, 80 ans, à tordre des barres de fer dans sa dentition extraordinaire. Donc c'est un film, j'espère que vous le verrez, c'est très rigolo. Et ce film-là, justement, à cause de... Quelqu'un évoquait, c'est vous qui disiez cynique, bon, donc son côté moqueur, etc. Et là, vraiment, le gouvernement n'a pas supporté, parce qu'Alexić, ce gars-là, était une sorte quand même de héros national, et donc, on sait malheureusement ce que sont devenus les images des héros nationaux à l'Est, quelque chose de catastrophique. On en a l'exemple aujourd'hui là-bas, là, chez, comment il s'appelle déjà, voilà, qui fait du judo, etc. On voit bien que, effectivement, c'est des images qui doivent rester comme des statues, sinon on ne doit pas les déboulonner. Bonsoir, c'est un plaisir de vous voir. Juste un point, vous disiez que à la même époque, les autres films étaient pessimistes. En fait, à la même époque, il y a un film qui sort, de Passer, qui s'appelle Au feu les pompiers, et qui est effectivement très drôle et très caustique en même temps. Oui. Oui, c'est d'ailleurs le dernier film. C'est un peu comme Wilhelm Reich pour Makaviev. On fait les pompiers, c'est le dernier film tchèque de Foreman. Après, on ne veut plus de lui et il s'en va ailleurs. Hein. Mais effectivement, c'est sous les dehors. Ça a d'ailleurs été coproduit par Truffaut et par Claude Berry, etc. Et par des gens d'ici aussi. Hein, parce que le film a failli ne pas se faire. Et c'est de l'argent européen de l'Ouest qui a fini par rendre ce film possible. Il était donc fortement, je pense, déjà même en projet désapprouvé par les autorités. Hein. Bon, c'est les frontières, hein. C'est comme le William Reich de Makaviev, c'est le moment où collaborer avec l'Est devient très difficile moralement, puisqu'on s'aperçoit, ça Makaviev le dit d'une façon très, très belle, que la sinistre moralité des pays de l'Ouest est exactement transportée sous d'autres auspices dans les pays de l'Est. C'est-à-dire que ce qui impose un enfermement au cinéaste, c'est la morale. Voilà, la morale prétendument reine, etc., qui, effectivement, très sournoisement court toujours, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest, même sous des auspices différents, sous des formes prétendument différentes. Merci beaucoup pour ce très beau film. Moi, j'étais saisie parmi les formes de liberté par la manière dont ça se passait dans la rue. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Parce que c'est très étonnant et cette partie très moderne quand elle regarde la caméra à l'intérieur, on se dit Monica, référence moderniste, tout ça. Et puis toutes les scènes de foule, ces gens qui regardent la caméra, on a l'impression de moments volés, qui jouent aussi vraiment avec le quotidien, des détails très précis. Quand on suit la salle de bain, les rues qui se mettent qui sont reconstruites elles-mêmes. Enfin, je trouve ça très étonnant ce qui se passe dans la rue. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Oui, on voit bien que là aussi, Makavayev ne choisit pas, non seulement pas de studio, mais en plus même pas des rues belles, jolies, sympathiques, mais des rues en travaux. Il y a beaucoup de choses qui sont très... Mais même la séquence du plombier, je crois que vous l'avez évoqué, là, effectivement, elle est quand même amusante parce que c'est tout à fait bricolé. On sent que le truc a été acheté d'une façon bizarre, qu'il est installé à un endroit où il n'y a sûrement pas les codes légaux qu'il faudrait pour que ça tienne bien, etc. Voilà, donc, et puis moi, ça m'a fait penser beaucoup à Cléo de 5 à 7, la façon dont il filme les rues, hein, c'est-à-dire Barda avait cette même liberté de filmer dans des rues qui n'ont pas la gueule cinématographique, mais qui ont la gueule vivante. Hein, ça, c'est évident, et en ça, il est très proche de ce qu'il avait dû voir. Rétrospective du cinéma français de Langlois, qu'il a vu je ne sais plus où il a particulièrement admiré Vigo, mais voilà, où il a vu, enfin, il a senti que ce qui bouillonnait en lui, cet esprit de filmer la liberté, la vie, et c'était déjà fait ailleurs, il n'y avait qu'à y aller, voilà, c'était évident qu'il fallait continuer sur ce chemin-là, ce qui a fini par le faire sortir de Yougoslavie. Mais heureusement pour nous. Bonsoir. Moi, je voulais dire que ce qui m'a marqué dans le film, c'est l'incroyable liberté dont on parle. Mais je trouve qu'on la voit à tous les niveaux, en fait. On la voit dans les personnages, dans leur jeu, dans la façon dont lui, les cinéastes, montent un tas de petites pièces. Enfin, on a l'impression qu'à chaque fois, il montre plein de petits morceaux, un petit morceau de poésie, la musique est montée par-dessus l'image, et il joue aussi très librement dans la façon de couper, de monter, de couper les plans. Je crois que je ne sais pas si j'ai déjà vu un film d'une totale liberté, et on se sent nous-mêmes libérés en fait de plein de choses, allégés. Et j'ai l'impression aussi que dans sa façon de faire le film, il fait énormément confiance aux spectateurs et à ce que nous on va accepter de voir, et il se dit qu'on va accepter, et le fait que c'est spécial. Et voilà, donc j'étais très sensible à cette incroyable liberté sur tous les plans. Et puis je trouve qu'il y a des images d'une incroyable beauté, que ce soit la bulle qui gonfle, le chat, effectivement, l'affiche que vous avez gardée, que je trouve incroyablement belle. C'est un moment très rapide en fait. Oui. La bulle, elle explose, le chat, on le voit un rien de temps. Tout est très léger, rien de dur en fait. Et ça, je trouve ça très très beau, cette façon de virevolter. Je trouve que c'est un film assez virevoltant, lumineux. Oui, ça répond un peu au texte que je disais tout à l'heure, là, au désir de Makavayev, etc., de libérer le spectateur, de lui faire faire son propre film. Ce qui est amusant, c'est qu'il ressort de tout ça, au final. J'ai l'impression, quand même quelque chose de relativement doux et chaleureux, alors qu'il y a énormément de raccords très très violents dans le film. C'est vrai que le moment où elle pose sa tête sur son épaule et qu'on voit la destruction des églises, c'est extrêmement violent. Même vers la fin, là, quand les élites, parce qu'à peine elle lui dit qu'elle ne veut pas être sa boniche, ou je ne sais plus quels sont ses mots exacts, il est déjà complètement perdu et sous, et il titube dans la rue. Il y a énormément de raccords très très violents. Sans compter l'impression que vous avez eue, madame, par exemple, que ce soit cynique, effectivement, de criminologue qui parle de la façon dont les criminels se cachent, en même temps que pratiquement après, juste avant, je crois, on voit le corps qui est découpé, autopsié, etc. Donc en fait, il y a énormément de choses violentes, mais très étrangement, c'est l'impression que j'ai eue à l'époque, et je crois que vous l'avez globalement ressenti, c'est que le film est beaucoup, beaucoup plus chaleureux que dur et méchant, alors qu'il raconte des horreurs, oui, en quelque sorte. Et qu'il dit tout de suite, ça va être une histoire de meurtre, alors que c'est une histoire d'amour. Tout ça est quand même une conscience très large, je trouve, de ce qu'est la vie, voilà. C'est ça, dans ses beautés et dans ses horreurs. Je trouve que aussi le discours du sexologue, enfin on l'a appelé sexologue tout à l'heure, est en fait vraiment beau. Enfin, c'est-à-dire que pour le coup, par rapport au discours du criminologue qui est peut-être très froid, qui analyse, qui explique comment on travaille sur un corps mort, son discours à lui, il est empreint de poésie, il nous parle de peinture, il parle de l'œuf de poule qui devient, qu'on ne regardera plus jamais de la même façon. Et je trouve que quand lui prend la parole, ça fait une espèce de contrepoint particulièrement doux.
Et c'est pas du tout, on est très très loin du discours scientifique ou de la performance sexuelle, ou qu'on pourrait imaginer aujourd'hui chez le sexologue. Enfin, on est dans un rapport à la sexualité qui est beaucoup plus libre et beaucoup plus beau, et qui magnifie la sexualité. Bien sûr. D'ailleurs, il commence, ses premiers mots sont en gros adressés directement aux spectateurs. Vous vous intéressez à la sexualité, vous avez bien raison. Donc on est tout de suite dans une sorte d'évidence effectivement, qui ne sera pas dépassée. C'est pas la peine. Effectivement, c'est sous ce jour-là qu'est vu tout le film. C'est probablement pour ça que même tout ce qui est dur est vécu avec la douceur de l'amour, je pense. On essaie de regarder les images plus pornographiques, mais non, on n'a rien à faire en fait. On attend les images avec la petite musique. Il y a une espèce de jeu d'emblée avec les spectateurs qui sont sortis de nous. C'est extraordinaire en fait. On rentre tout à fait dans un univers nouveau. Oui, c'est ça. Et puis les scènes d'amour remplacées par les positions de statut des deux corps, l'enlèvement des sabines et tout ça, avec la petite musiquette de boîte à musique, tout ça, effectivement très humoristique, décalé, plaisant. Le micro plus près. Oui, j'entends bien tout ce qui se dit là et je partage beaucoup de cela. Mais je trouve que règne, enfin, que plane quand même sur ce genre de film une forme de tension. C'est-à-dire qu'il y a de la légèreté, mais il n'y a pas que de la légèreté. On sent quand même que, et on sait d'ailleurs, que ça va mal finir, que tout ça n'est pas loin. Donc en fait, alors ça peut être un lien avec toute cette question d'un idéal que l'on peut poursuivre, qu'il soit amoureux, qu'il soit politique, qu'il soit de vouloir regarder la vie comme voilà, avec des yeux un peu d'émerveillement tout le temps, mais dans le fond, on sait bien qu'il y a d'autres choses et que moi j'ai senti que ça planait tout le temps. Voilà. Je dirais ça comme ça, voilà, sans expliquer plus là, mais voilà. Je voudrais juste pour rapprocher le micro. Quand le film est sorti en Yougoslavie, je suis yougoslave, j'avais 16 ans. Et je me souviens qu'autour de moi, surtout les garçons, allaient voir le film pour voir le corps nu. Et puis, bon, c'était amusant, on racontait les uns aux autres ce qu'on avait vu, etc. Mais par rapport à ce que tu viens de dire, non, on n'a jamais eu ce sentiment que ça allait finir mal. Au contraire. Donc en 67, j'avais 16 ans, la vie était belle, on se sentait libre, ma génération, on se sentait libre, on pouvait choisir les études qu'on voulait, on faisait de la musique, du sport, on sortait, on s'amusait énormément. C'est vrai que peut-être on n'avait pas cette liberté-là qu'on voit dans le film, puisque c'est Belgrade, c'est la capitale. Moi, je viens d'une toute petite ville industrielle. Ce n'était pas comme ça à l'époque. Donc, il fallait se battre beaucoup oui. Pour arriver à vivre librement quand on est une femme. Mais dans nos vies, il y avait énormément d'optimisme, d'enthousiasme. Je n'ai jamais pensé que ça allait terminer comme ça s'est terminé, malheureusement. Je voulais juste signaler que
On a évoqué l'opposition Est-Ouest, et puis l'enfermement moral. J'ai bien senti ça, j'ai bien vu ça. Un film qui est en affiche actuellement, là, il s'appelle Next Door. Next Door. On parle d'une revanche de l'Est, on parle d'une revanche de l'Est sur l'Ouest dans ce film. C'est un très beau film, comme il est à l'affiche, je le recommande. C'est vraiment une impression qui m'est venue après avoir vu ce film. Juste une petite remarque. En fait, à un moment, j'ai eu l'impression de... Ça m'a fait penser au Mépris de Godard. Ah oui. Ouais, voilà. Enfin, la liberté avec laquelle Godard filmait Bardot, et on la retrouve là, c'est ça, hein, ouais. sur le corps. Oui, ce moment où elle commence à lui faire la gueule un peu, à plus regarder tout ça à ce moment-là. Ah oui, la scène de la fâcherie, oui, comme celle avec Piccoli, où pourquoi ouais, tu ne m'aimes plus, etc. Je ne t'aime plus, tu ne m'aimes plus, etc. Oui, ouais. oui, je vois. Et donc, je sais pas si ses relations avec Godard, qu'est-ce qu'il pensait du cinéma de Godard. Ben, en tout cas, de la nouvelle vague, ça a éclairé sa certitude de devoir faire du cinéma libre. Ça, c'est certain. Le Mépris, c'était plus tard. Il l'avait pas vu à l'époque, mais néanmoins, il y avait un peu ça sous une forme moins nue, évidemment, mais dans la bouche s'ouvre quand même. Alors, je pensais à deux choses. Ce que vous avez dit sur la ville de province, en fait, c'est ce qu'on voit plutôt un peu dans L'homme n'est pas un oiseau. On sent tout à fait ce que vous avez dit là, c'est-à-dire la capitale, comme toutes les capitales, est prétendument plus éclairée, et quelquefois un peu réellement légèrement plus éclairé, mais c'est vrai que dans la province c'est beaucoup plus difficile. D'où le fait que moi c'est des trois premiers films yougoslaves de Dusan, celui que je comprends le moins d'une certaine façon, parce qu'il est le plus dur, véritablement dur, sans contrepoint doux comme celui-ci par exemple, c'est effectivement L'homme n'est pas un oiseau, qui est un film un film vraiment très dur, dont les personnages sont très... Chacun des personnages est très dur. La femme trompe l'homme qu'elle aime, l'homme a un certain degré d'indifférence, l'autre ouvrier, là, qui est un ouvrier modèle, devient complètement fou et se bourre la gueule incroyablement. Là, c'est vraiment, il y a presque que de la violence, il y a très très peu de douceur dans L'homme n'est pas un oiseau. Et quant à la Yougoslavie, là, je pensais à ce que vous disiez sur une espèce de joie là qu'il y avait quand même là-bas, et Dusan a dit, je l'avais écrit parce que je l'avais recopié parce que c'est magnifique. Il disait: notre pays a confiance à cause de sa position indépendante de l'Est et de l'Ouest, et aussi grâce à ses contacts avec le tiers-monde. Extraordinaire. Nos journaux sont pleins de politique étrangère, nous comprenons mieux l'Ouest que ne le comprend l'Est, et nous comprenons mieux l'Est que ne comprend l'Ouest. Extraordinaire quand même. Être un pays palier comme ça entre l'Est et l'Ouest, enfin, dans cette époque qui a duré pas très longtemps malheureusement, mais qui a existé. Et il finit en disant: je crois aux idées socialistes, mais ça ne suffit pas. La politique devrait être plus vivante, plus spirituelle, plus humoristique. Ben voilà. D'autres réactions? Bonjour. Alors, je me suis posé une question. Alors, j'ai vu pratiquement un espèce de schéma. Le monsieur quand il habitait tout seul, il habitait tout en haut, dans un bâtiment très beau, comme ça. Et après, quand ils sont allés vivre ensemble, ils habitaient dans un bâtiment, dans un autre moyenne. Voilà. Et après, quand il s'agit de la mort, en fait, ils descendent comme des girons infernaux dans le fer, dans le feu. Et après, je me suis demandé s'il y avait une liaison avec son métier de père accusateur. Et cette histoire, en fait, après de descente, tous les deux, qui à la fin, elle meurt, et lui aussi, il est ruiné parce que sa vie est terminée, etc. Et donc, même, j'ai trouvé bizarre quand ils sont allés demander, en fait, si quelqu'un le connaissait, ils sont allés le chercher, en fait, là où il habitait, tout en haut. Donc, c'était ce que j'ai vu. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'au moment où effectivement les flics viennent enquêter sur lui, là où il habitait, dans cette espèce de petit belvédère, le gars dit: oui, bon, on l'a retrouvé ici, et puis on le voit,
un plan qui est évidemment complètement à terre, c'est-à-dire 18 étages plus bas, où il est dans les taillis, complètement rond, là où vont le retrouver les flics, effectivement. Donc c'est vrai que l'histoire de la hauteur est tout à fait capitale dans le film. Oui, c'est vrai. Oui, c'est une des... la spatialisation, voilà, c'est ça. Et puis aussi par rapport à son métier, c'est vrai que c'est un métier, on pourrait dire, d'une espèce de contradiction. C'est un métier sale, mais où il s'agit de laver le monde. Donc c'est vraiment, alors c'est un métier qui a probablement été méprisé parce qu'on touche les rats, on est obligé d'avoir du contact avec les rats, mais en même temps, c'est pour laver le monde, enfin laver le monde d'une certaine pureté, en l'occurrence là sous la forme du rat. Donc c'est vrai que c'est un personnage, lui aussi, c'est un personnage entre deux, enfin qui est entre deux mondes d'une certaine façon. Une question, je ne sais pas si... Alors, est-ce que le fait qu'il soit turc, en fait, aussi, moi j'ai aucune... Il est turc de Macédoine, semble-t-il, De a dit quelqu'un Macédoine, l'autre jour. Oui. Okay. Elle est hongroise, lui est turc de Macédoine, a priori est musulman, et le dragueur postier est serbe. Voilà. Donc ça c'est aussi un truc qu'on peut remarquer dans le film, c'est qu'effectivement, déjà bien longtemps avant les guerres de Yougoslavie, Makaveyev était sensible au fait que toutes les populations qui habitent dans Belgrade, enfin dans la grande Yougoslavie, puisque c'est très mélangé, ont droit de cité. Donc il mélange c'est pas tellement les couches sociales, puisque plutôt tous de relativement basses couches sociales, mais en tout cas toutes les populations. En plus, je voudrais juste ajouter, je n'ai pas besoin de micro. Elle, Evaras, elle lui donne des prénoms. Oui, Mohu, en ajoutant, il s'appelle Ahmed, mais parfois elle l'appelle Muharrem, Mouyo, etc. Meho. Donc elle lui donne des noms musulmans qu'il ne porte pas, lui. Oui. Elle change, comme si elle voulait lui donner aussi des personnages différents, en l'appelant par des prénoms différents. Mais ce sont ces prénoms au Tewanadou, ce sont des prénoms, enfin ce sont comme des diminutifs un peu doux, un peu amoureux, on est bien d'accord, c'est quelque chose comme ça. Juste Non. Mouyo. Il vient de Mohamed. Voilà. Et ça c'est diminutif. Mais Voilà. les autres, c'est des prénoms ordinaires. Quelqu'un d'autre remarque Merci. Moi, je vais peut-être vous demander, Yann, on a parlé de du gap vraiment entre Truffaut et Makaveyev. Dans tous les réalisateurs avec lesquels, ou réalisatrices avec lesquels vous avez travaillé par la suite, de qui, à la fois le travail et en tant qu'auteur avec lui ou elle, et le cinéma se rapprocherait plus de ce que vous avez pu vivre avec Jacques Makaveyev sur Sweet Movie. Non, c'est une question qui a une réponse nette. Personne. C'est vraiment c'est ça qui est agréable dans la chance que j'ai eu de travailler avec des gens assez différents, c'est qu'il n'y a non plus personne comme Piala, personne comme Philippe Garrel. Voilà, on peut le rapprocher peut-être d'autres cinéastes, etc. Donc, voilà. Mais en tout cas, Makaveyev, je dirais, c'est le plus différent de tous. C'est celui qui a le plus abouti, une recherche à la fois formelle et encore une fois extrêmement vivante sur le cinéma. Le principe de filmer vivant est en commun à tous ces cinéastes. Hein. Autant Truffaut disait, c'est un scénario, ça ne vaut rien, il faut qu'il y ait de la vie à la place. Piala faisait et pensait pareil. Garrel, d'une certaine façon aussi. Enfin, c'est quand même, il me semble, la qualité essentielle pour faire un film, c'est de déchirer le papier et fabriquer de la chair. Hein. Ça, c'est vraiment quand même l'essentiel de ce qui peut arriver. De la chair et de la poésie, bien sûr, puisque c'est quand même quelque chose de décalé, le cinéma, d'une certaine façon. Je voudrais vous lire une petite phrase aussi qui disait, qui est vachement belle. Oui, il disait que c'est un truc formidable, à cause justement de ces espèces de censure morale. Donc il disait que le puritanisme est de tout temps et de tout lieu, mais je le trouve rigolo tant qu'il ne m'empêche pas de vivre. C'est formidable parce que c'est pas de vivre que ça ne l'empêche pas, c'est de filmer en fait. De vivre aussi bien sûr, et de vivre avec l'envie de filmer quelque chose qui décape ce moralisme totalement poussiéreux et abruti que nous vivons aujourd'hui encore. Oui, il me semble qu'il y a quand même, enfin, vous l'aviez déjà évoqué, madame, il y a quand même
encore une fois, ce rapport au corps, ce rapport à la liberté de sexualité, le personnage féminin qui dit mon mari par 3 mois, je ne vais pas pouvoir attendre, je suis pas de bois. Il me semble que, je ne vais pas dire même aujourd'hui, parce que je ne dis pas qu'on est en constante évolution à ce sujet, mais il me semble que c'est quand même quelque chose qui ne va pas de soi, en fait, surtout venant d'une femme, de nos jours, il me semble. Mais à l'époque, vous voulez dire? Non, mais aujourd'hui, peut-être, oui, peut-être. Je sais pas, je me rends compte qu'il y a une telle, voilà, il y a un tel désir, effectivement, de clarifier tout ça, d'inventer le mot féminicide, voilà, etc. Et d'écrire ça sur les murs, on voit que le lendemain, c'est déchiré par des abrutis, enfin, tout ça. Effectivement, ça essaye d'avancer, mais on voit bien que la tentation du recul est très très forte. Hein. Donc c'est vrai que c'est novateur, les principes libérateurs sont novateurs. Les souhaits libérateurs sont battus en brèche à toutes les époques, c'est sûr. Et bien, merci. Je ne sais pas si Yann voulait ajouter la chose, peut-être nos amis de Malalica, si vous voulez dire 2 mots sur peut-être les ressorties avant qu'on conclue cette séance. Je ne vais pas dire quelques mots sur les ressorties. Merci Marie, je voulais remercier Yann. Lui dire à quel point c'est précieux pour nous qu'il soit là, à quel point sa parole est extraordinaire. Je pense que vous l'avez tous ressenti. C'est un immense conteur, mais c'est aussi, on le voit là, c'est la 2e soirée avec lui, quelqu'un de très généreux, d'une intelligence incroyable et qui nous fait vivre des moments assez exceptionnels. Donc voilà, je voulais juste lui dire à quel point on était heureux et fiers qu'il soit avec nous. Merci.